L'incivilité que subissent les agents, la dégradation de conditions de travail, si vous avez vu bien public encore il y a quelques jours, à une collègue qui avait été menacée de mort, où on voit un petit peu le parti pris des journalistes contre les agents de la fonction publique, puisqu'ils sont presque en train de dire que c'était des faux témoignages. D'ailleurs, l'accusé qui a été condamné à 3 mois de prison ferme et 2 000 € d'amende, on va faire appel. Enfin bon, c'est vraiment un combat de tous les jours. Ces incivilités, on peut les expliquer aussi. On a de très mauvaises conditions de travail, donc les clients, moi j'appelle encore des usagers, les citoyens qui viennent en préfecture, ils attendent un service de qualité, ils sont dans des conditions d'accueil qui sont absolument déplorables. Nous, on le regrette déjà pour les agents, mais aussi pour le public. Donc la mayonnaise monte, puis ils s'énervent, et donc ils agressent nos collègues. Tout ça, ce n'est pas acceptable. Donc j'entendais ce matin aussi à la télévision que les Français sont en souffrance vis-à-vis de la cohésion sociale. À titre de témoignage, dans les DDI, donc les directions départementales interministérielles, il y a une direction qui s'occupe plus particulièrement de la cohésion sociale. Et je peux vous dire que les agents qui sont dans ces directions, ils ont beaucoup souffert. Il y a des agents des préfectures qui ont été affectés dans ces directions. Et on a dû leur faire passer en cachette de l'administration du matériel, des moyens. Ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas d'ordinateur, pas de papier, pas de crayon, pas d'agrafe. On leur a tout fourni en cachette de l'administration. Parce qu'avec les BOP, il ne faut pas tout mélanger. Donc, il faut qu'ils puissent fonctionner. On leur a envoyé ça parce qu'ils ont une conscience professionnelle. Ils payaient sur leur denier personnel les convocations pour les citoyens, que les gens puissent avoir leurs droits respectés. Tout ça, il faut le savoir aussi. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire sur les DDI. Aussi au titre de témoignage pour les prochaines élections. Nous, on l'a déjà vécu au niveau du MIOMCT, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donc on a vécu cette expérience en 2010, en pleine RGPP. On a eu nos élections au niveau préfecture, police, puisqu'on est maintenant dans la fusion, gendarmerie, et puis quelques mois après, les élections donc, dans les directions interministérielles. Eh bien, il faut être venu majoritaire. Je vais faire court, parce que je pense qu'il y a d'autres prises de parole. Je me présente Christian Perret, je suis délégué régional Bourgogne-Franche-Comté pour SGP Unité Police, le syndicat majoritaire. Pour faire vite un rappel, en 2010, nous ne sommes pas concernés par les élections du 20 octobre prochain, puisque nous avons voté en janvier 2010, et que nous revoterons qu'en janvier 2014. Nous sommes majoritaires en Bourgogne, à plus de 50% des voix, en Côte d'Or, et évidemment au niveau national, on n'a pas atteint la barre des 50%, mais nous avons obtenu 48%, en laissant à 10 points derrière nous le syndicat CGC, CFE, Alliance. Donc par le cycle FO, qui était porteur pour des adhésions en termes de voix et adhésions en termes d'adhérents, moi je n'ai aucune crainte quant au prochain résultat des élections, le 20 octobre, qui va vous concerner pour la plupart d'entre vous dans cette salle. Donc, le cycle, c'est pas le problème, c'est surtout l'activité au quotidien des délégués qui représentent FO dans les entreprises et dans les services publics. Aujourd'hui, la police nationale va mal, très mal, puisque dernièrement, vous avez pu lire dans la presse, nous avons encore perdu 3 policiers qui se sont suicidés, et une collègue qui s'est suicidée cet été, une policière de Cagnes-sur-Mer, suite à du harcèlement moral par un commissaire de police, qui depuis a été buté, mais non sanctionné. Donc aujourd'hui, le constat, 40 à 50 policiers mettent fin à leur jour par an dans la police nationale. On a eu le gros souci à France Télécom, c'était très médiatisé. Dans la police, ça allait un peu moins. Nous avons un devoir de réserve, nous sommes délégués, nous ne pouvons pas tout exprimer dans la presse. Néanmoins, ce constat il est là. Les policiers sont soumis à une pression hiérarchique sur la politique du chiffre qu'a voulu Nicolas Sarkozy, déjà ministre, aujourd'hui donc président de la République. Dans la fonction publique, c'est le credo, le chiffre, avec le chiffre. Et malheureusement, ça laisse des traces, et nos collègues le vivent très mal. Je voudrais quand même vous dire que les policiers ne sont pas des privilégiés dans la fonction publique, ne sont pas des fonctionnaires au-dessus des lois, ni des textes. On est contraint d'exercer un métier très difficile. Il y a une violence aussi à l'égard des policiers, puisque nous avons 12 000 policiers blessés chaque année sur les interventions de police, sachant que la société, malheureusement, vivant des difficultés économiques réelles et certaines, est de plus en plus violente contre l'autorité de l'État. Nous sommes le premier rempart républicain pour vous protéger, vous aider et vous porter assistance et secours, mais nous sommes aussi, malheureusement, victimes de la violence de nos concitoyens dans l'exercice de nos missions. 12 000 policiers et malheureusement entre 8 000 policiers qui décèdent chaque année dans l'exercice de leur mission pour assurer leur devoir de policier.
Donc c'est vrai que cette RGPP qu'a évoqué Marie-Alice et Christine, nous sommes touchés puisque nous allons perdre entre 2008 et 2012 10 000 policiers. Nous l'avons dénoncé. Un autre syndicat a été favorable en 2008 à une signature avec Alain Marie, ministre de l'Intérieur de l'époque. Nous sommes contre. Nous allons mobiliser le 7 octobre prochain à Paris pour un premier grand meeting Île-de-France. Et l'unité GP est rentrée dans l'action depuis quelques semaines par votre communication donc sur ce meeting à Paris. Donc on ne fait que débuter une action qui va monter crescendo, évidemment, jusqu'à la fin de l'année. Après, il y a les élections politiques en France qui gênent évidemment l'action syndicale pour éviter toute forme de récupération politique par le gouvernement, le pouvoir et l'adversité syndicale. Alors cette RGPP est très néfaste. À Dijon, nous avons perdu donc 10% des effectifs, 400 policiers, on a perdu 40 policiers en 6 ans. Donc évidemment, les missions de service public sont de moindre qualité. Nos concitoyens nous critiquent puisque nous ne sommes pas assez réactifs. Manque d'effectifs, évidemment. Pas assez réactifs sur les missions de police secours, ce que les appels 17, vous connaissez lorsque vous avez affaire à la police pour les besoins des assistances. Donc c'est un constat qui est très, très mauvais aujourd'hui, minimisé par les pouvoirs publics, par les représentants de l'administration de police. Nous avons de cesse de le dénoncer. La réforme de la garde à vue entraîne aussi un taux d'élucidation en baisse de 20% depuis le mois d'avril. Alors malheureusement, réforme de la garde à vue, dans la procédure judiciaire, il y a les auteurs, il y a les victimes. Aujourd'hui, la place des victimes est complètement oubliée. Les auteurs pourront peut-être s'en sortir encore mieux qu'hier avec la réforme de la garde à vue, puisque les avocats ont accès au dossier très rapidement. Alors si la réforme de la garde à vue était peut-être nécessaire pour améliorer les conditions de garde à vue des délinquants potentiels ou des criminels, il faut savoir que les victimes sont les premières à nouveau, au premier rang d'être à nouveau victimes, puisqu'en élucidation, nous sommes en performants depuis 6 mois. Malheureusement, on le déplore. C'est un fait. Il faut le savoir aussi que cette réforme de la garde à vue, elle entraîne une certaine démotivation des personnels enquêteurs de police qui ont à cœur de faire aboutir les dossiers eu égard aux plaintes déposées et aux victimes recensées sur des actes délictueux, voire criminels. Voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Juste pour rappeler quelques vérités quand même. Les policiers ne sont pas obligés, ne sont pas des nantis, ils ne sont pas au-dessus des lois. Nous sommes dans l'esprit républicain, défense de la République, avec EFO à nos côtés et inversement. Donc nous comptons sur EFO, EFO compte sur nous. On l'a démontré en 2010 et on continuera à travailler en toute liberté républicaine, sans appartenance politique, pour la défense des salariés du service public de la police, que je connais le mieux, parce que ça fait 30 ans que j'y exerce. Je connais beaucoup moins le privé. Enfin, je suis issu d'un milieu privé et milieu ouvrier, donc je sais ce que mon père a enduré aussi. Voilà, je vous remercie. Karen Noël, je suis dans la police nationale aussi, et je vais être obligée de vous abandonner pour des raisons d'ordre personnel. Je vais juste vous rajouter que pour nous, nos collègues ont toujours une certaine difficulté pour venir sur les manifestations parce que notre administration s'arrange toujours pour mettre le maximum de collègues sur les manifestations pour la sécurité, service d'ordre. Et voilà, du coup, on n'est pas toujours nombreux sur les manifestations et à notre grand regret, voilà, je voulais juste vous signaler cette petite chose. Merci. La situation du CHU. Alors je vais être assez bref puisqu'Alice a parlé quand même de façon assez conséquente des hôpitaux et de la santé en général, des services publics. Sur le CHU, alors contrairement à ce qu'on entend dire quelquefois, on n'a pas perdu de poste, on est en augmentation de poste. Effectivement, ces dernières années, on recrute à l'hôpital. Mais pourquoi ? Simplement parce que notre activité, elle augmente. Faut pas être fou. On est 50% de l'activité du département. Pourquoi ? Comme Alice le disait, parce qu'on a fermé les structures complètes dans le département. L'hospitalisation de proximité, aujourd'hui, c'est plus rien. Vous avez qu'à regarder les plaques sur le parking du bocage, et vous comprendrez que ça vient de partout, parce qu'il y a des spécialisations qui ne se font plus que sur le bocage, sur le CHU. Et que si vous voulez accoucher demain et que vous habitez dans certains endroits du département, et je ne parle même pas de la Nièvre ou de Lyon, parce qu'ils sont complètement sinistrés là-bas, et ça commence à devenir galère. On a des gens effectivement qui accouchent quand même dans les ambulances ou dans les taxis. C'est redevenu à la mode. Et les chauffeurs de taxi, ils commencent à s'inquiéter un petit peu, parce qu'il faudrait peut-être qu'on fasse des formations comme dans le temps, parce que c'est habituel dans le temps. Il faudrait peut-être qu'on y pense.
Ceci dit, alors, au-delà de ça, vous comprenez bien qu'on met en adéquation entre les moyens de fonctionnement de l'hôpital et de l'activité. Le budget d'un hôpital pour une année de fonctionnement, c'est 450 millions d'euros. 220 millions sont rapportés à l'hôpital par l'activité. Vous comprenez que quand le syndicat FO monte à la direction et dit « Stop, on n'est plus en mesure, dans tel service ou dans tel service, d'assurer la qualité et la sécurité des soins, il faut fermer les lits », ils nous répondent « Et notre activité, comment on va rentrer le fric si on ferme les lits ?» On en est là. L'hôpital rentable. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et on nous dit en plus, l'hôpital rentable, certes, mais compétitif, parce que si la méga clinique sur le parc Valmy s'ouvre, on est dans les choux. C'est clair. Donc, on nous met en rivalité, je veux dire, avec du privé. Sauf que dans le public, on n'a pas les missions du privé. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Il y a la mission de soins, certes, il y a la recherche et il y a l'enseignement. Et ça, c'est des missions qui coûtent cher, effectivement, sur le budget, mais que ne prennent pas en charge les privés. Voilà. De plus, quand vous allez dans une clinique privée, si vous n'avez pas de couverture sociale, ben vous n'entrez pas, hein. C'est comme ça. Nous, on prend tout. C'est notre mission aussi. Dans mon établissement, il y a une jeune collègue qui est prof d'art plastique et d'art appliqué. Elle fait 17h30 de cours par semaine. Vous me direz, ben oui, elle a un poste complet puisque c'est 18 heures de cours, avec etc. Ben non, pas du tout. Comme l'éducation nationale filialise ses activités, comme la SNCF ou je ne sais pas quoi, donc dans l'éducation nationale, il y a une activité formation initiale, une activité formation par apprentissage et une activité formation continue pour adultes. Et c'est 17h30, et ben elle a 3 employeurs. Et comme elle a 3 employeurs, elle ne peut pas, au terme de la loi, être contractuelle. Elle est vacataire, c'est-à-dire qu'elle est payée à l'heure. Elle est payée à l'heure, ça veut dire qu'elle n'a pas de congé payé. Elle n'a pas de droit à congé payé, elle n'a pas droit à continuité de traitement en cas de maladie. C'est-à-dire que quand elle est, par exemple, on va avoir les vacances du Toussaint, elle a 0 centime pendant les vacances du Toussaint, elle n'est pas payée. Elle est enceinte pendant son congé de maternité, elle aura 0 centime pendant son congé de maternité. Il faut savoir qu'une partie des enseignants qui ont vos enfants, en particulier les remplaçants, relèvent de ce statut-là. C'est un statut de vacataire. Pour la petite histoire, parce qu'on faisait de l'histoire tout à l'heure, ce statut de vacataire, il date du 12 juillet 1989. Et c'est tout souvenir qu'il y avait le gouvernement à l'époque. Donc, le problème de l'indépendance de force ouvrière se trouve posé. Et, je voulais dire, un sentiment personnel qui n'est pas qu'un sentiment personnel. Il y a eu une grève dans l'éducation nationale le mardi. Pour les raisons qu'a évoquées Christian tout à l'heure, parce qu'il ne l'a pas évoqué, il était même très précis et très clair, et FO ne l'a pas appelé. Pourquoi? Parce que la situation que je vous décris ici, cette situation n'était pas évoquée. Qu'est-ce qu'on a entendu? Les responsables syndicaux qui appelaient à la grève, ils appelaient à la grève pour peser dans le débat des présidentielles. C'est-à-dire que les revendications aujourd'hui, en termes de poste, d'effectifs, de statut, il n'y en avait plus. Alors, de deux choses l'une. Où ils sont d'accord avec les réductions de postes, avec la casse des statuts, mais il faut qu'ils le disent. Mais moi, je pense qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord parce que ce qui les unifie, c'est la déclaration du 18 août. Ils sont d'accord pour la maîtrise des déficits. Et Christian a tout à fait raison de dire que c'est une ligne de partage. Et cette ligne de partage, eh bien, il faudra qu'on la fasse très nettement ressentir dans ces élections. Et c'est pour ça que moi, je suis persuadé que nous allons gagner. Et face à tout ça, il faut résister. Et pour résister, il faut l'unité des travailleurs. Et puis les travailleurs, ils ont des organisations syndicales. Alors on peut se dire, pour faire l'unité des travailleurs, il faut faire l'unité des organisations syndicales. Mais là, c'est notre paire de manches. Parce que si on regarde ce que font les autres organisations syndicales, toutes, sans exception, que ce soit Solidaire, que ce soit la FSU, que ce soit l'ENSA, que ce soit la CGT,
ou même que ce soit la CFDT, mais ça étonnera personne, ils ont un point commun. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont pour le remboursement de la dette. Ils l'ont écrit, c'était le dernier communiqué de l'intersyndicale en décembre dernier, après le conflit des retraites, que nous n'avons pas signé. Ils l'ont écrit le 18 août. Ils proposent de réduire la dette. Et ils proposent au gouvernement d'en discuter. Mais si on commence à mettre la dette en avant, si un syndicat commence à mettre la réduction de la dette en avant, il va discuter de quoi? Il a déjà discuté comment on gère le point d'indice dans la fonction publique, comment on gère les salaires. On va les geler peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais enfin, depuis les plans de rigueur de 1982, on a connu ça la rigueur. Parce qu'avant, c'était l'austérité. Maintenant, c'est de nouveau l'austérité. Peut-être que l'an prochain, ça sera la rigueur d'ailleurs. Ça dépend qui est au pouvoir. Hein. Mais c'est pareil. Depuis 1982, les fonctionnaires ont perdu 20% de leur pouvoir d'achat. On n'est pas sorti de l'austérité et de la rigueur. Ils vont discuter de ça. Ils vont discuter des remboursements de la sécurité sociale. Il faut réduire la dette. Alors, il faut moins rembourser. Ils vont discuter de ça. Ils ne vont pas discuter d'augmentation puisqu'il y a la dette. Ils disent que c'est important de la réduire. Et ça, c'est une frontière entre nous et eux. C'est une opposition d'orientation. Nous sommes orientés diamétralement opposés. Et partant de là, il ne peut pas y avoir d'accord. C'est impossible, c'est impensable. Il ne peut pas y avoir d'accord entre organisations. Et je ne vous dis pas ça pour que vous alliez égorger votre camarade de la CGT ou autre, ou même de la CFDT demain matin. C'est pas ça. Ça, c'est son organisation. Mais lui, il les a subis, les 20% de réduction de salaire. Peut-être qu'il voit les choses autrement. Il faut en discuter. Qu'il soit syndiqué ailleurs ou qu'il ne soit pas syndiqué. Il faut en discuter. Il faut en discuter calmement. Hier, mes camarades, il est donc urgent de faire appliquer les dispositions du Code du travail à travail égal, salaire égal. Faire du salaire un élément d'une politique publique directive au lieu de la variable d'ajustement des conséquences des choix économiques libéraux, c'est notre priorité. Alors, mes camarades, nous allons continuer à revendiquer et nous avons lancé dans les tracts et nous allons revendiquer à la prochaine négociation, à la prochaine réunion justement de revalorisation du SMIC, parce que nous espérons qu'au mois d'octobre, que le SMIC sera réévalué. Et alors, mes camarades, ce qui est important pour nous, c'est d'obtenir une augmentation significative du SMIC de 15%, puis régulière du SMIC pour des raisons d'efficacité économique. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que le salaire moyen aujourd'hui, donc le salaire médian aujourd'hui d'un salarié est de 1600 et quelques euros. Et nous estimons qu'il est important que l'on prenne cette référence pour permettre donc, aux salariés de ce pays d'avoir un SMIC net de 1300 et quelques euros. C'est une revendication qui nous est chère. C'est permettre aussi qu'il y ait une clause de rendez-vous obligatoire dans toutes les branches pour qu'il y ait des négociations de façon à ce que tous les salariés, et notamment dans les très petites entreprises, soient couverts. Aucun salaire de base ne soit en dessous des minima de branche. Et aussi, mes camarades, il est important d'arrêter les exonérations patronales et la CSG qui plombe les comptes de la sécurité sociale, puisque l'État ne paie pas ses dettes. Et il faut sanctionner les entreprises en l'absence d'accord de revalorisation des salaires, puisque ces entreprises bénéficient d'exonération, mais sans être assorties de contrepartie. La contrepartie, c'est l'obligation d'accords salariaux. Encouragement aussi pour les camarades qui vont donc avoir les élections, c'est toujours très encourageant d'avoir des camarades qui leur disent il faut y aller. C'est vrai, le travail paye. Et moi j'ai confiance parce que quand je vois le travail que fournissent à ce moment nos camarades, ne serait-ce que de l'enseignement que je vois travailler, même des fois plus tard que moi, alors vous imaginez comment ils bossent en ce moment. Je vois des fois Gilles Herman qui ferme les portes derrière moi, je me dis en ce moment ça bosse. Et je suis assez confiant. Donc, mais cela dit, on est confiant, mais le travail, il faut continuer de le faire. Il faut se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant.
Et que les camarades qui viennent encourager, donc ces camarades qui vont être rentrés dans les élections, je vous en remercie.